Bonjour à tous et donc bienvenue sur Hors Champ. Aujourd'hui, on vous propose donc notre troisième petit format qui va consister donc à rencontrer des gens qui travaillent dans l'industrie du cinéma de près ou de loin et pour qu'ils nous parlent un petit peu donc de leur travail et pour qu'on puisse approfondir donc certains côtés qui sont assez méconnus. Aujourd'hui, donc on a la chance d'accueillir avec nous donc un monsieur qui s'appelle Grégory Lé ou je ne sais pas. Lé. Grégory Lé et donc qui j'ai envie de dire est multicasquette parce que ce serait te réduire de dire que tu n'es que illustrateur. Ce n'est pas que ça. Bah après, illustrateur c'est vague et puis ça regroupe plein de choses, mais effectivement c'est plus facile de dire illustrateur parce que à partir de là on fait plein de choses. Ok, donc on va dire illustrateur qui touche à tout. Oui. Ça, voilà. Ça fait une étiquette assez large. Alors pour commencer, avant qu'on détaille un petit peu ton parcours, des questions un petit peu classiques, j'ai envie de dire comment en fait on t'a connu et comment on est tombé sur toi. Thomas, tu veux peut-être raconter l'anecdote? En tout cas, ouais, je pense que je suis le premier. Là. Ouais, c'est toi. Donc, tout simplement en fait sur les affiches que tu réalisais à la Nuit Bis. Donc, si je dis pas de bêtises, la première c'était avec Devil Story. Ah oui. Donc c'était saison 5, je crois. Donc, il y a quelques années en arrière. Et donc j'ai découvert là-dessus et je trouvais ça super en fait déjà de venir à une séance de film et en fait d'avoir une affiche gratuitement en fait à la séance. Je trouvais ça assez dingue, de qualité en plus. Et donc ensuite j'ai amené François justement avec moi. C'est ça. D'accord. Et on a vraiment adoré le travail que tu faisais. Donc c'est normal. Et c'est ça qui nous a fait connaître justement tout ton travail, des affiches de films je parle. Hein. Ouais. Et ensuite on s'est un peu plus, on a essayé en tout cas s'approfondir là-dedans et on a vu aussi que tu réalisais des BD, etc. etc. Et c'est vrai qu'au début, moi je pensais que c'était des affiches génériques qu'ils prenaient sur internet et qu'ils donnaient par exemple à tous les gens qui allaient au Nuit Bis. Mais quand même, au fur et à mesure, je me dis c'est quand même bizarre parce que j'ai fait des recherches. Je me dis cette illustration elle est quand même cool, j'aimerais savoir d'où elle vient. Et puis surtout, vu que tu mixes à chaque fois des films, il y a un sorte de mash-up. Je me dis c'est pas possible. Ils peuvent pas trouver des images qui collent exactement aux deux films à chaque fois de la programmation. C'est pas possible. Et du coup, c'est là où en fait on est tombé sur toi. D'accord. Maintenant, je pense qu'on peut partir dans les questions un peu plus tradies. Donc, si tu veux un peu nous expliquer comment en fait tu es devenu artiste et comment tu as pu travailler dans ce milieu. Alors, ça va nous faire remonter loin. J'ai démarré vraiment des études artistiques après le bac. Parce que j'ai suivi un cursus général, c'est-à-dire un bac littéraire. Et à partir de ce moment-là, je me suis orienté vers une orientation artistique puisque j'ai fait une année aux Beaux-Arts à Metz. Et par contre, alors je vais pas dire un mauvais souvenir, mais ça s'est très mal passé. Parce que c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'était trop conceptuel, c'était pas du tout l'illustration comme je l'entendais. Je me suis trompé, mais maintenant avec le recul, j'ai quand même pu toucher à certaines choses, découvrir des matières, des artistes. J'ai pu pratiquer. C'est aux Beaux-Arts que j'ai pu faire, par exemple, mes premiers cours d'infographie. D'accord. Parce qu'avant, je dessinais de façon vraiment traditionnelle. Et là, c'est vrai qu'ils avaient l'équipement, les ordinateurs, les tablettes graphiques. Et c'est là où j'ai pu m'initier à ça. Et aussi, on avait des cours de cinéma. Donc ça, c'était assez sympa. On a pu voir des classiques. On les a étudiés. Donc, avec le recul, je me dis quand même c'était utile et puis c'était une expérience. Et après les Beaux-Arts, je suis parti en fac d'art plastique, toujours à Metz. Mais là, par contre, on va dire que c'était pas forcément mieux. Mais je me suis dit à un moment donné, je vais pas pouvoir switcher. Ouais, je vais pas pouvoir. Donc je vais continuer ce cursus-là et puis on verra. Donc là, j'ai été au bout de mon cursus. À l'époque, c'était Doug 1, Doug 2, licence. J'ai fait ma licence à Metz et je suis parti pour ma maîtrise à Strasbourg. Voilà. Et à Strasbourg, j'ai eu ma maîtrise. J'ai fait mon mémoire sur la narration en bande dessinée. Voilà, parce que c'était quelque chose que j'aime beaucoup et voilà. Et ensuite, j'ai fait un DESS d'images de synthèse à Strasbourg. Donc de 3D. Après, comme je dis, ça m'a pas toujours plu ce que j'ai pu faire, mais bon, j'ai touché un peu à tout. Mais par contre, c'est vrai que le DESS d'images de synthèse, par contre, ça a été vraiment... c'était une année, malheureusement, c'était très court. Mais par contre, on a vu énormément de choses. On a vu le storyboard, donc tout ce qui était outils 3D.
modélisation, animation, texturing. Enfin, ça c'était vraiment hyper enrichissant. On était une petite classe, on était moins d'une vingtaine. On avait notre salle, on avait nos postes. Enfin, franchement, moi quand je suis arrivé là, c'était vraiment le P. Et le soir même, et on avait les clés de la salle. Et donc les soirs là, on se faisait des soirées ciné, quoi. Donc on se faisait une programmation, on avait le vidéoprojecteur, on se faisait des soirées ordinateur. Bon, à l'époque, on jouait à Counter-Strike ou un truc comme ça, mais voilà. Des LAN. Ouais, des LAN et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment une superbe année. Et c'est certainement là où beaucoup de choses ont évolué au niveau artistique pour moi. Et en plus, je parle aussi des gens qui étaient dans le cursus, parce qu'ils venaient vraiment d'horizons très différents. Moi, je venais d'art plastique, mais il y en a qui venaient de Supinfocom, il y en a qui venaient d'architecture, il y en a qui venaient d'archéologie. Voilà, et donc du coup tout le monde se mélangeait et tout le monde apportait à chacun ah ouais, ben Greg, tu sais bien dessiner, est-ce que tu pourrais me dessiner mon petit personnage? Moi du coup j'aidais, et puis moi j'avais plus de mal sur la technique, donc du coup je demandais un coup de main. Enfin, franchement, c'était hyper enrichissant. Comme une bonne cohésion. Ouais, c'était vraiment très bien. Ça a duré qu'une année, c'était très court. Et voilà, et donc je suis sorti de mon DESS, et là c'était le plus dur, c'était de trouver un emploi. C'était le truc le plus difficile. On va dire que quand je suis sorti, j'ai pu trouver un stage dans une boîte de dessin animé au Luxembourg, un stage non rémunéré. Et ce qui s'est passé, c'est que surtout on m'a dit oui, mais si ça se passe bien, on t'embauchera. J'avais espoir, et je me souviens avoir bossé sur des projets professionnels. C'est-à-dire que j'ai bossé sur des projets qui devaient être en production, qui devaient être montrés pour être réalisés. Donc je me dis, si on me confie ça et que ça va être montré, je me dis, je fais pas forcément du mauvais boulot. Et à la fin de cette période-là, on m'a dit on peut pas te prendre, mais on veut bien continuer. Et là, j'ai dit non. Ouais, voilà. Je pensais voilà. Bon, après je pense que beaucoup de gens endurent encore maintenant ce genre de proposition de stage non rémunéré. Voilà. Mais je trouve que c'est pas forcément convenable. Surtout pour une longue période, parce que c'était des longues périodes, et moi je pouvais pas rester sur une longue période comme ça sans rémunération. Du coup, j'ai dû faire des petits jobs, donc des jobs comme déménageur, éboueur, puisque ça c'était mon job d'été en étant étudiant, c'était mon job d'été, parce que mon père roulait les camions, donc du coup c'était plus facile, voilà. Mais c'était mon job d'été étudiant. Voilà, mais c'était très bien. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Bon, c'était une cadence un peu dure, mais bon, voilà, c'était un job d'été. Mais quand on se retrouve à bac plus 5, en ayant l'espoir de vivre de sa passion, qui est le dessin, l'illustration, on se dit revenir un petit peu en arrière. Voilà, ça aurait pu être un autre métier, hein, mais se dire de revenir un peu en arrière, c'est voilà, je me dis ah non, c'est frustrant. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, je sais plus, quelques mois de petits jobs comme ça. Mon épouse, qui était ma copine à l'époque, m'a dit écoute, lance-toi à ton compte. Parce que je bossais déjà un petit peu, je faisais du dessin à gauche à droite, sans être déclaré, mais j'avais du boulot d'illustration comme ça. Et elle m'a dit écoute, lance-toi. On verra bien ce qui se passe. On est deux. Elle bossait. Elle me dit de toute façon je suis là. On verra ce qui se passe. Et donc en 2005, je me suis mis à mon compte en tant qu'illustrateur. Et depuis, je me suis plus arrêté. Voilà. Donc, est-ce que, mais tu vois, par exemple, ça a été un effet boule de neige, dans le sens où on va dire au début, ça a été difficile d'avoir, d'ailleurs on va en parler plus tard, mais des commandes ou des projets ou des missions, et ensuite plus t'en as fait, plus ça s'est accéléré au final avec les contacts, avec ou alors ça dès le début ça a été assez régulier. On va dire que forcément il y a le réseau et le bouche à oreille qui ont beaucoup fait. Ça c'est indéniable. Du coup moi quand j'ai commencé quand je me suis déclaré en tant qu'illustrateur, les boulots que je faisais
je les ai déclarés. Du coup, tout ça s'est officialisé entre guillemets. D'accord. Voilà, et une sorte de mécanique. Et on va dire que l'élément, donc en 2005, j'ai participé au festival de Gérardmer. Et Gérardmer, chaque année, font des expositions. Le festival du film fantastique de Gérardmer organise des expositions à travers la ville. Et j'avais vu qu'ils cherchaient des jeunes talents. Je crois que c'était sur leur site internet. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez exposer. Alors, en grand fan de films d'horreur, et moi je suis déjà allé en tant que spectateur avant 2005 à Gérardmer, et ben je me suis dit ouais, ce serait l'occasion d'exposer et puis d'y aller en tant que participer à l'événement. Ouais, et participer à l'événement, ouais, exactement. Et ce qui s'est passé, j'ai exposé, j'avais fait des illustrations en rapport avec des films d'horreur. Donc j'avais bien ciblé mon truc avec des illustrations. Je me souviens que j'avais fait le Jeepers Creepers, j'avais fait Saw, j'avais fait Sadako, voilà, plein d'illustrations vraiment en rapport avec le genre. Et je crois que j'étais le premier. Parce qu'en gros c'était des expositions, mais les artistes ne restaient pas. Ils accrochaient leur et ils partaient. Et moi, je me suis dit, bah non, je vais rester sur place, je vais mettre une table, et puis si je peux, je vais dessiner devant les gens. J'ai même ramené une petite télé où j'avais une petite vidéo genre making of où je montrais comment je faisais mes dessins. Et en fait, ça a super bien marché. Je me souviens qu'il y avait même des classes, parce qu'à l'époque, enfin, les classes de Gérardmer vont voir les expositions avec les enfants. Donc là, il y avait des enfants qui venaient me voir, on discutait ensemble, et ça a vraiment bien marché. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais pas tout le temps sur place. J'avais laissé des cartes de visite. Et à la fin du festival, je reçois un coup de téléphone ou un message, je sais plus, d'un gars de Paris qui voulait faire son premier court-métrage et qui avait besoin alors je sais plus je me souviens plus exactement s'il avait besoin que du storyboard ou des dessins de maquillage. Et en fait, il cherchait quelqu'un, il m'a proposé, puis du coup, j'ai tout fait. Ok. Voilà. Tu peux expliquer ce que c'est les dessins de maquillage? Je sais pas exactement ce que c'est. Alors, en gros, dessins de maquillage, c'est des propositions. Par exemple, c'était sur des transformations physiques qui vont permettre au maquilleur. Alors des fois c'est le maquilleur qui le fait directement, mais là moi ce que je fais maintenant aussi, c'est donc des dessins de production où on fait des esquisses, des dessins, que ce soit de prothèses, de masques, de monstres. On fait des esquisses, on fait des dessins préparatoires qui vont être proposés déjà aux réalisateurs, aux scénaristes, et qui vont dire ah bah non j'aime bien ça, mais j'aime pas ça, modifie jusqu'à ce qu'on trouve la forme adéquate, enfin en tout cas la vision, et ça ensuite ça va passer dans les mains d'un maquilleur, voilà. Et là notamment c'était pour le court-métrage Absence de Kevin Lecomte. Et puis en fait, de fil en aiguille, j'ai fait le storyboard, j'ai fait les dessins de maquillage et j'ai fait l'affiche. Oui. Voilà, l'affiche, alors qui est un montage photo. C'est un montage photo où j'ai repris le visage de l'actrice, j'ai fait un montage avec de la texture, voilà, et ça s'est super bien passé. C'était une très bonne première expérience, et donc le court-métrage était produit par Insolence Productions. Donc après, pour passer un peu à, on va dire, autre chose que des affiches de cinéma, comme on disait tout à l'heure, en fait, t'as plusieurs casquettes, parce que tu t'arrêtes pas, en fait, parce que nous, on t'a connu justement via les affiches de cinéma, et c'est en regardant un peu ton travail qu'on a aussi vu que tu faisais de la BD, que t'avais commencé ta propre BD, etc. Bon, maintenant, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, si je dis pas de bêtises. Oh, non, il y en a pas autant. Il y a 2 tomes, il y a 2 tomes, et après, il y a une version intégrale qui est sortie. D'accord. Et donc, j'ai vu que tu avais ça, t'as aussi travaillé avec je sais plus si c'est crayon à papier ou boîte le crayon en roulette. Le crayon en roulette, du roman jeunesse. C'est ça, j'ai vu aussi t'en as fait, si je dis pas de bêtises, cette fois-ci 3. Alors ouais, le 3e va sortir au mois de septembre. Là, je suis juste. Ouais. Et donc justement, comment est-ce que, parce que justement tu nous as dit que t'aimais bien la BD, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec eux? Comment est-ce que t'as pu arriver justement à travailler avec eux, etc.
C'est vrai que dans tout ce que je fais, j'ai une palette assez diversifiée. Et parce que moi, je me mets pas forcément une barrière. J'aime tout. Je pense que voilà, quand on est illustrateur, on est curieux de tout. On aime des choses variées. Moi, je m'intéresse autant à différents médiums que voilà. Et donc du coup, quand je me suis mis à mon compte, je me suis dit, je vais pas me mettre des barrières sur genre, je veux faire que des monstres. Même si j'adorerais faire que ça. Mais je me suis dit, oulala, je me lance déjà en freelance, on sait pas où on va demain, enfin, je vais m'ouvrir au maximum, j'aime dessiner des choses réalistes, j'aime dessiner des choses dessins animés, cartoonesques, enfin voilà, j'aime tout. Donc du coup, je vais pas me fermer là-dedans, m'enfermer dans une seule chose. Moi, je m'étais mis ça en tête quand je me suis mis à mon compte. Je me suis dit, si je m'enferme, je vais toucher le moins de monde possible, et les revenus, il faut bien manger. Et donc du coup, je me suis toujours dit, je vais m'ouvrir, je vais accepter des choses. Alors, on pourra parler là-dessus, c'est qu'au début, on accepte un peu tout et n'importe quoi, et on a tendance à dire beaucoup oui. Tu peux me faire ça pour 50 €? Oui, 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 oui. Et à un moment donné, après, on prend un peu plus d'assurance, on a plus conscience de la valeur de son travail. Et bon, ça, c'est après sur le tas, parce que moi, au début, j'étais que dessinateur, et j'étais pas commercial, et donc c'était pas évident. Donc au début, on accepte un peu tout. Faut manger aussi, comme tu disais. Voilà, ouais, mais bon, après, avec 50 € on mange pas beaucoup. Pour deux. Mais oui, au début, si t'as plusieurs projets à 50 € qui arrivent. Voilà, on essaie d'accepter le maximum. Et on va dire que le crayon à roulettes, je connaissais Claire Pelosato, donc celle qui s'occupe du crayon à roulettes. On se connaissait parce qu'on s'était vus sur différents festivals BD, justement. Voilà, on se connaissait, on se croisait. Elle est du côté de Metz, de Vigy exactement, et voilà, moi je suivais un petit peu de loin ce qu'elle faisait, et un jour elle m'appelle, elle me dit, écoute, ça t'intéresserait de faire un roman jeunesse? Je dis ouais, écoute, ouais, ça me ferait plaisir. En plus moi j'ai 3 enfants maintenant, donc c'est vrai que les monstres et tout ça, là maintenant ils peuvent, voilà, papa il a fait un roman jeunesse, tu peux le lire. Donc voilà, et puis c'était bien parce que effectivement elle m'a envoyé le roman. Donc le premier roman, c'était Le carnet secret de Georgie, qui a été écrit par Marie Zimmer, et elle m'a envoyé le roman, je l'ai lu, et puis après du coup j'ai fait des tests quand même, parce que on n'est jamais sûr de soi, et puis je lui ai envoyé, elle m'a dit ouais, le personnage est vraiment attachant, t'as vraiment compris l'esprit du truc, et puis on est parti là-dessus, et elle m'a proposé un deuxième, et là j'ai fini le 3e, et qui devrait sortir à la rentrée. Ouais. Il y a aussi la BD Jeanne d'Arc. Oui, et la BD Jeanne d'Arc, comme tu en parlais, c'est que depuis 2005 je faisais beaucoup d'illustrations, et l'illustration c'est un dessin. Allez, voir 2, 3, voilà, mais une illustration, on peut raconter des choses, mais on ne peut pas aller au-delà. Comme un film, on peut développer un personnage, on reste limité dans le médium. Et moi, je voulais vraiment, et depuis longtemps, raconter une histoire, et n'étant pas assez sûr de moi au niveau du scénario, j'ai souvent démarré des projets avec quelqu'un d'autre au scénario. Malheureusement, on était à l'époque, en tout cas sur tous les projets que j'ai bossés, on n'était jamais motivé au même moment. Quand la personne est motivée au niveau du scénario, moi j'étais pas au dessin, et puis inversement, et du coup les projets ne démarrent jamais. Donc j'ai eu plein de projets de BD, mais jamais, ça a jamais abouti. Et là pour Jeanne d'Arc, je me suis dit bon, si je veux faire une BD, il va falloir que je me lance. Je vais devoir trimer un petit peu plus, me faire du mal à écrire une histoire. Et voilà, j'ai commencé à griffonner. Je me souviens que le personnage de Jeanne d'Arc, c'était une vieille illustration où j'avais fait un petit personnage gothique, et j'avais écrit Jeanne d'Arc avec le jeu de mots d'Arc, D-A-R-K. C'est ça justement que j'aime, parce que tout part de ça, il me semble. Exactement. C'est ça qui est chaud, quoi. Tout est parti du jeu de mots. Je me suis dit, Jeanne d'Arc, c'était une sorcière. Enfin, dans l'histoire, voilà. Moi, dans mon histoire, ce serait une vraie sorcière. Voilà. Et ce serait une petite gothique qui a des pouvoirs. Jeanne d'Arc, on dit qu'elle a entendu des voix. Moi, ma Jeanne, c'est son chien qui lui parle.
Et c'est la seule à entendre son chien. Voilà. Et puis je suis parti de là-dessus. Et puis dessus, j'ai greffé tout ce que j'aime, plein de références aux Goonies, Buffy contre les vampires. Enfin, il y en a plein. Guillermo del Toro, Miyazaki. Enfin, je me suis dit autant. Voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis dit, voilà. Après, j'espère avoir consommé le truc et avoir amené quand même ma propre patte, mais pas simplement faire un Oui, simple... des références, c'est tout. Voilà. Et avec ça, j'ai fait un premier crowdfunding pour faire le tome 1, qui a bien marché, puisqu'il a permis à financer le tome 2 en même temps. Et voilà. Et j'ai pu... alors, avant qu'il sorte en format papier, il est sorti en format numérique. D'accord. Sur une application d'éditeur qui s'appelait WebEllipse à l'époque, qui était dirigée à l'époque par Guillaume Mathias, qui cherchait donc des auteurs dans l'univers un peu French Comics. Et on est rentré en contact, m'a dit ta BD elle m'intéresse. Elle n'était pas terminée à l'époque, donc du coup lui il cherchait dans son application à faire un sorte de magazine où on lisait les épisodes tous les 2-3 mois. Donc ça me permettait de pas avoir, j'avais pas forcément terminé, mais je pouvais livrer. De l'eau, quoi. Voilà, exactement. Et puis ça m'a permis d'avoir une deadline sur mon, voilà. Et donc du coup ça me permettait de finir l'histoire. J'étais obligé, quoi. J'avais commencé, j'étais obligé de terminer. Un petit peu à la japonaise comme ils font avec les mangas, mangas. Ouais. Weekly Shonen Jump et tout. Exactement. C'est ça. C'est un peu ce principe-là, c'est de se donner une deadline et voilà, on commence et on doit pouvoir terminer. Et c'est vrai que c'était super sympa. C'est une bonne expérience, mais pour avoir fait quelques conventions quand même avec l'outil numérique, les gens disent c'est dommage, vous l'avez pas en format papier. Donc il y avait toujours ça qui revenait, et c'est pour ça que j'ai lancé le crowdfunding pour lancer le tome, l'impression du tome 1. D'accord. Le crowdfunding a réussi, j'ai fait le tome 1 et le tome 2. Du coup là, j'ai fait pas mal de festivals BD. Voilà. Le rayon vert. Alors le rayon vert, ouais, j'ai fait le rayon vert aussi, mais j'ai pu faire beaucoup d'autres festivals. J'ai été dans des conventions aussi sur Paris, Paris Comics Expo. Je crois j'avais fait la Comic Con, ou quand il y avait la Japan Expo, la Comic Con en même temps encore à l'époque. Donc j'avais fait pas mal de festivals et ça avait bien marché. Et un jour, il y a un petit éditeur qui a disparu maintenant, qui s'appelait Fugambule, qui m'a contacté pour me dire ta BD elle me plaît, est-ce que ça ne dirait pas qu'on regroupe les 2 tomes pour faire une version intégrale? Et banco, du coup on est parti là-dessus. On a réimprimé des Jeanne d'Arc en format plus grand, un nouveau format, enfin voilà, et c'était super. Et avec ça on est parti à Angoulême et ça a super bien marché. Jeanne d'Arc a rencontré son public, enfin c'était vraiment une super bonne expérience. Alors c'était une bonne expérience, mais ça reste que pour moi la BD ça a été un peu une souffrance. Je vais pas être larmoyant, mais c'est quand même, pour moi ça a été dur, parce que en étant un éternel insatisfait de moi-même, de faire une seule case, déjà on revient sans cesse, on se dit mais elle est pas bien, voilà. Et pour moi c'est dur de dire j'arriverai pas à faire mieux, il faut que je continue sur la suivante. Et après je me suis mis dans l'optique de me dire que une BD c'est pas une seule case, c'est une histoire. Et il faut pas se focaliser sur une case. Voilà, si l'histoire se tient, si la narration se lit naturellement, ça ira. On va pas focaliser sur une main mal faite ou voilà. Donc du coup, je me suis fait un peu de mal. Et c'est quand même difficile le découpage. Voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, en fait, on voulait juste venir sur un peu tes méthodes de travail, ton contexte aussi, par exemple, parce que t'es plus travail de nuit, etc. Parce qu'au final. Alors non, j'évite de travailler la nuit. Ouais, j'évite de travailler la nuit puisque du coup j'ai une famille. Oui. Et ça joue beaucoup. Après non, j'allais dire justement, peut-être quand t'as une famille. Non, parce que je travaille à la maison. Donc quand eux sont à l'école et mon épouse est au travail, je travaille en fait.
Après, je dis pas, si j'ai un boulot qui est assez important et urgent, ça m'arrive de travailler le soir. Mais on va dire que voilà, j'essaie de me caler sur les horaires de ma famille. Voilà, j'emmène les petits à l'école. Mon épouse est partie au travail, elle a ramené aussi le reste de la tribu à l'école. Et puis hop, je me mets au travail. Jusqu'à ce que tout le monde rentre ou que je récupère tout le monde. Voilà. Donc du coup, non, je sais qu'il y a beaucoup d'illustrateurs qui travaillent la nuit, mais non, moi non. Mais, et tout ce qui est méthode, c'est plus est-ce que tu fais directement via tablette graphique ou est-ce que d'abord tu fais des brouillons ouais, à c'est la ça. main? Ouais, alors je suis beaucoup plus crayonné quand même à la main. Ouais. Ouais. Mais après, on va dire, c'est l'idée de base. L'idée de base, je la fais toujours en crayonné. Donc j'ai des carnets de croquis, je crayonne à gauche à droite des idées. Et après tout va dépendre du rendu. Alors que ce soit pour une BD, une illustration, une affiche, tout va dépendre après sous quel médium ça va se présenter. Et puis l'effet rendu. On va dire que par exemple pour un effet un peu réaliste, je vais travailler un crayonné que je vais scanner et ensuite je vais travailler tout à la tablette graphique pour travailler tout un travail de dégradé, de couleur pour approcher quelque chose de réaliste. Après quand je veux basculer dans quelque chose de plus BD, comics, là par contre je vais faire un crayonné et après je vais travailler de l'ancrage. C'est justement ce que vous pourrez voir dans l'artbook des Nuits Bis, puisque là je m'amuse à toucher à tous les styles, des styles réalistes, des styles comics. Et ben là justement, par exemple, une affiche réaliste, je vais faire un crayonné et après je vais tout peindre en digital painting, quoi. À la tablette graphique. Et par contre pour des BD, parce que moi j'aime beaucoup l'ancrage aussi, j'aime bien tartiner une feuille blanche, l'assombrir au maximum, avoir du noir partout quoi, sur moi. Et donc du coup des fois je fais mon crayonné, je fais mon ancrage et finalement je vais scanner et je vais faire la mise en couleur via l'ordinateur, mais avec pas beaucoup de couleurs. Ça va être des aplats parce que du coup l'ancrage se suffit à lui-même. Et puis dernier truc, c'est que des fois je fais encore du traditionnel, donc peut-être des fois alors quand je dis je fais plein de choses, je fais des fois des faire-part. Voilà, Okay. Ouais, voilà, des faire-part ou même des illustrations, même pour enfants. Je garde un peu des fois le côté crayon de couleur, aquarelle, voilà. Ou de l'acrylique, et même mélanger les techniques. Je sais que je crois que pour certaines illustrations aussi qu'il y a dans l'artbook, je passe à de l'aquarelle et je scanne et je retravaille encore via l'ordinateur après. Avant de rentrer toujours dans l'industrie, on a des a priori, entre guillemets, enfin, on s'attend peut-être, tu vois, à travailler de cette manière, à contacter par exemple les réalisateurs, à passer par un agent ou ce genre de choses. Est-ce qu'au final, toutes ces idées que tu avais avant, au final, sont révélées vraies ou au contraire, ça avait rien à voir avec ce que tu t'imaginais et... Ou alors t'avais pas du tout d'idée parce que alors, je sais non, qu'il y en a, ils en ont pas, par exemple. Ouais, non, mais j'avais pas du tout d'idée parce que moi, bon, ça remonte, mais moi, c'était les prémices d'Internet, voilà. Donc, moi, je me souviens qu'à l'époque, voilà, on se disait, ouais, si on veut être illustrateur, on va travailler surtout localement, parce que, et en fait, avec Internet, ça a explosé. Ça a explosé, quoi. Enfin, voilà. Et j'ai mis du temps même à avoir un site internet, mais bon, je sais que c'est un outil que ça a été hyper important et que. Mais du coup, comme j'avais pas beaucoup de références au niveau, parce que maintenant, effectivement, on peut voir plein d'illustrateurs qui bossent, qui donnent des conseils et tout ça. Moi, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Alors, avoir un agent, je savais même pas qu'on pouvait avoir un agent, moi, à l'époque. Tu en as un ? Non. Alors, sincèrement, pour le moment, enfin, depuis 2005, j'en ai jamais eu l'utilité. Je touche du bois, mais j'ai eu la chance, quand j'ai bossé justement pour Absence, c'était vraiment au début, et en gros, ça m'a mis un petit pied à l'étrier à l'industrie, puisque c'est par là que tout a commencé, puisque j'ai bossé sur Absence. Absence a rencontré un succès
au niveau des festivals. Il a eu pas mal de prix. Et du coup, il y a eu le bouche à oreille. Du coup, il y a une boîte de prod qui m'appelle, qui me dit ah bah t'as fait le storyboard d'Absence, est-ce que tu voudrais pas faire nous aussi on cherche un storyboarder et puis voilà, le bouche à oreille a fait que ça démarrait. Donc du coup, l'idée de comment ça se passait à l'époque, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit par contre que j'allais galérer en revenant ici. Parce que du coup, en ayant fait mes études à Strasbourg, tout le monde partait à Paris. Je dis pas, peut-être qu'au début, j'ai beaucoup travaillé localement, au début, mais finalement, ça a vite explosé. Donc après, je bossais sur Paris, dans le nord de la France. Après, on a le Luxembourg à côté, donc il y a quand même pas mal de boîtes de prod. Puis l'industrie cinématographique commence aussi à avoir un peu plus d'importance ces dernières années, je trouve. Oui, en plus, dans le Grand Est aussi, ouais, il y a pas mal de choses qui se font au niveau du tournage. Mais donc du coup, j'ai fait un petit peu en tâtonnant, voilà. Mais après, c'est un peu en autodidacte que j'ai débuté ma carrière de freelance, quoi. Et vu que tu as amené, donc, si je me trompe pas, tu as travaillé donc avec Metaluna, avec Insolence Production, avec Nanarland. Ouais. Vu que c'est quand même des gros noms, des grosses plateformes qui sont connues dans toute la France. Est-ce que tu vois, c'était aussi au niveau humain? On sait que les gens dans le domaine du cinéma, ils peuvent être parfois froids ou un peu excentriques. Est-ce que ça a été le cas, tu vois, de rencontrer des gens un peu bizarres, ou au contraire, c'est des rapports humains très sains? Moi, je vais te donner l'exemple, par exemple, de Kevin Lecomte. Ouais. Quand il m'a contacté, enfin, c'est un mec en or, quoi. Enfin, on s'est super bien entendu. On avait même des projets encore par la suite ensemble. Bon, malheureusement, c'était tombé à l'eau, mais c'était une super rencontre. Humainement, c'est quelqu'un de formidable. Alors, moi, dans ma profession, je suis un peu quand même en retrait. C'est-à-dire que moi, je bosse dans mon coin. Et le fait de bosser aussi j'ai pas encore eu l'utilité d'aller avec les gens, de discuter. C'est beaucoup par mail. Donc on parle du projet par téléphone, voilà. J'ai des notes d'intention, enfin je reçois de la documentation, on discute. Et ensuite je bosse dans mon coin. Je fais des crayonnés, voilà. Et puis hop, j'envoie tout ça. Et puis après j'ai un retour. Et ça fonctionne comme ça. Mais effectivement, après on établit forcément des liens. Et c'est pour ça que je rebosse souvent avec des gens avec qui j'ai déjà bossé. Alors par exemple, avec Insolence Production, on a bossé sur pas mal de projets ensemble. Donc il y a eu Absence, il y a eu Tous les hommes s'appellent Robert, de Marc-Henri Boulier aussi, un super court-métrage qui a vraiment très bien marché. Donc Anaïs Bertrand, qui est d'Insolence Production, m'a refait bosser aussi sur d'autres projets, notamment Jumbo. Où justement pour monter le projet Jumbo, il lui fallait une affiche teaser. Elle a fait appel à moi, on a bossé ensemble, elle savait ce qu'elle voulait, donc l'idée de cette femme avec la tête et le manège, voilà, et on a pu discuter un moment avec Zoé Wittek et la réalisatrice et Anaïs. J'ai envoyé mes crayonnés, mes premières ébauches, puis on a démarré comme ça, puis ça a marché. Puis Anaïs, depuis, on a rebossé sur un autre projet qui s'appelle Food, de Mathieu Mégemont, si je me trompe pas, si j'écorche pas trop son nom de famille, qui a gagné le prix du court-métrage cette année, voilà, qui prévoit un long métrage qui s'appellera Food. Et du coup, pareil, elle avait besoin d'une affiche teaser. Je lui ai fait l'affiche teaser et elle est partie au market à comment on appelle ça, market film à Fantasia, le festival Fantasia. Au festival Fantasia au Canada. Ouais. Voilà. C'est très bien que tu en parles parce qu'on s'était posé la question. Par exemple, quand il te demande une affiche teaser, au final, qu'est-ce que toi tu sais du scénario? Tu vois, à quel point il te dévoile l'intrigue du film pour que tu puisses faire l'affiche? Ou alors ils arrivent vraiment avec un truc précis, genre on veut ça. Je vais te prendre. Il y a différents choses. Des fois on te laisse carte blanche, on te file le scénario, on dit ouais, fais-moi des propositions. Okay. Donc voilà. Ou sinon, voilà, j'ai une idée bien arrêtée. Jumbo, c'était cette tête avec le manège.
tout dépend des choses. Après, avec Food, je sais que Mathieu, il avait vraiment une idée, il savait ce qu'il voulait. J'ai même eu des images, il avait fait un mood board. Après, c'est vrai qu'à un certain moment, par exemple pour Jumbo, à l'époque où j'ai bossé sur l'affiche, il n'y avait pas l'actrice encore. Ah ouais. C'est ça qui est intéressant. Ah ouais. Voilà. Donc du coup, le visage devait être un peu vague. Enfin, ça devait être un visage féminin, mais voilà, on devait pas. Voilà, ça devait évoquer quelque chose, un visage féminin, mais voilà, on n'avait pas l'actrice. Donc c'est une grosse contrainte quand même. Bah, après, c'est des contraintes. Après, ça reste de l'affiche teaser, c'est-à-dire que c'est une affiche qui doit permettre à avoir un visuel quand ils vont aller voir les financeurs, de dire voilà à quoi ça va ressembler, voilà l'esprit du film. Par exemple, la dernière affiche que sur laquelle j'ai bossé, c'est celle de La chose derrière la porte. Donc, qui sera le premier long métrage de Fabrice Blin. Et là, pareil, Fabrice Blin, c'est aussi une histoire d'affinité. Fabrice Blin, j'avais bossé sur son court métrage Mandragore. Donc j'avais bossé sur les séquences d'effets spéciaux. Donc c'est des histoires de plantes avec des plantes qui sortent des corps, des bouches. Enfin voilà, c'était des explosions. C'était vraiment cool à faire. Et puis on s'est bien entendu. Et pareil, Fabrice, il avait plein de projets. On a bossé ensemble sur plein d'autres projets. Et puis il a vraiment son univers, hein, donc c'était hyper cohérent. Malheureusement, bon, les autres projets ne sont pas concrétisés, mais là, il a concrétisé son premier long métrage qui est La chose derrière la porte. Et pareil, j'ai bossé d'abord, j'ai fait des dessins de production. Donc là, j'avais tout le scénario. Il m'a dit, bah voilà les scènes clés que je voudrais que tu fasses des illustrations, parce qu'on va en avoir besoin pour les effets spéciaux, les maquillages, qui ont été réalisés par David Scherer. Donc un grand nom du maquillage en France. Hein. Alors ça c'est aussi marrant, c'est de voir le rendu de mes dessins avec... Ouais, donc Fabrice m'envoyait ouais bah regarde ce que David il a fait et puis je regarde mon dessin et je vois ce qu'il a fait David voilà et c'était vraiment excellent. Et donc La chose derrière la porte, il me demande la fiche teaser et là lui il savait ce qu'il voulait. Hein. Donc je lui ai fait plein de croquis quand même, on était parti sur des croquis parce qu'au début, il savait pas trop ce qu'il voulait. Et à un moment donné, il est tombé sur une illustration et il a dit ah bah c'est celle-ci elle est parfaite, mais et à partir de ce moment-là, il savait ce qu'il voulait. Bon après là, c'est plus sur la partie 1 justement. Ben, est-ce que justement tu as des projets qui sont en devenir, qui vont arriver, réalisés peut-être déjà ou... Alors là, les projets en cours, j'avais réalisé pour Distorsion. Un magazine Distorsion, le cinéma français c'est de la merde. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'était pas un bouquin. Ouais, c'est un bouquin. Ouais, c'est ça me parle, ouais. Ah bah vas-y, voilà. Tu peux le montrer, je vais voir. Voilà, c'est ici. Ouais. Le cinéma français c'est de la merde. Mais donc pour les gens qui connaissent pas, c'est pour justement contredire le titre. C'est pour montrer qu'en fait le cinéma français regorge de pépites méconnues. Connus qui ont perdu et même connus qui ont perdu voilà, leur éclat. Et donc Distorsion, c'est porté par Rurik Saleh, qui est un ancien journaliste de Mad Movies, Distorsion Magazine, et plein d'autres personnes. Hein, donc ils ont fait enfin, il y avait déjà le premier livre, c'était Distorsion. Donc c'est un bouquin qui couvrait vraiment un spectre très large, hein, autant le cinéma que des univers, des reportages. Enfin, ça touchait à tout. En Distorsion, en gros, ils avaient un thème genre distorsion ventre, et puis ils te faisaient un thème sur qu'est-ce qu'on mange au Japon, sur le caca ou voilà, enfin, et des films, la passion de Spielberg pour le caca. Parce que il y a une analyse, voilà, genre dans chaque film de Spielberg, il y a une scène avec du caca, voilà. Voilà, que ça soit Jurassic Park jusqu'à La liste de Schindler, il y a la scène de caca ou des toilettes, enfin du cabinet, voilà. Et donc Distorsion, c'est quelque chose vraiment d'assez drôle, assez fun. Enfin, c'était super sympa. Et puis moi, Rurik, j'avais déjà rencontré plusieurs fois. Et le cinéma français, c'est de la merde. Donc regroupe un peu plein de films que je connais pas. Plein de films que je connais pas. Mais ouais, des trucs hyper intéressants, des trucs qui sortent vraiment des sentiers battus. Et il demande à des illustrateurs souvent d'illustrer un film. Et pour le tome, alors je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est le tome 3 de celui-ci, il m'avait demandé une illustration. Voilà, donc pour
Le couteau sous la gorge, un film avec Brigitte Lahaie. Voilà. Voilà. Alors c'est un film qui date de 86 et c'est un peu un slasher Français, du coup. français. Ouais, même pas érotique, on va dire, mais voilà. Alors, je ne connaissais pas le film, je l'ai regardé, Okay. voilà, parce que du coup, il fallait bien que je découvre. Et du coup, je suis parti, j'ai fait l'illustration, voilà, et ils étaient contents, et donc, du coup, ils vont faire un tome 4 de cinéma français, c'est de la merde, et là, je travaille sur une nouvelle illustration, et on va me revoir dedans, normalement, voilà, si tout se passe bien. Normalement, j'espère rebosser sur la fiche de Nanarland. Tout dépendra de comment ça évolue. J'ai déjà eu des contacts des organisateurs en me disant bah, Greg, pour le moment, on ne sait pas ce qu'il en sera. Voilà, la fiche de Nanarland, c'était une super expérience. Pareil, ils m'ont laissé carte blanche. Voilà les 4 films qu'on va projeter. Fait quelque chose. Alors, la seule contrainte, c'était qu'au début, ils m'ont connu à travers l'artbook d'Enubis et ils m'ont demandé de mixer les 4 films. Le problème, c'est qu'ils voulaient faire aussi des affiches pantalons individuelles de chaque film. Et là, c'était une contrainte parce que du coup, c'est difficile de mixer puis après de diviser les 4 films en affiches pantalons. Voilà. Donc du coup, c'était la seule contrainte. Mais voilà, j'avais fait un petit croquis. Ouais, ils m'ont dit ouais, génial. Enfin là, j'étais totalement dans l'esprit de ce qu'ils voulaient. Voilà, du coup, donc dans la seconde partie, on aimerait bien un petit peu te connaître plus en profondeur par rapport à tes inspirations, à ce qui te plaît en tant que spectateur, donc dans les différents médiums dont on a déjà parlé. Donc peut-être les inspirations, parce que tu as quand même, maintenant, tu as un style quand même qui est bien défini, je trouve, parce que par exemple, je suis sûr que maintenant, j'arriverai à le reconnaître, tu vois, par exemple, entre plusieurs illustrateurs. D'ailleurs, petite anecdote, donc sur mon lieu de travail, j'ai une affiche de toi juste en face de moi. Voilà, je te le dis comme ça. Ah ouais. Ouais, Cocody Cocoda de... Ah ouais, alors cette affiche est un peu particulière puisque... RG, voilà, parce que là, en fait, le truc avec les affiches d'Enubis, c'est que je m'éclate en fait. Et du coup, je me dis, oh, bah là, ce serait trop cool de faire une affiche à la façon d'RG. Et voilà, et donc du coup, je peux me permettre de... alors c'est pas forcément un plagiat, mais je me dis, ouais, ce serait trop tordant d'avoir une affiche... Et puis, comme j'essaie de toujours trouver des trucs un peu différents, là, je me suis dit, ouais, le truc à la RG, ça va le faire, quoi. Et voilà. Donc du coup, c'est comme ça que les influences fonctionnent. Je suis pas forcément un gros fan de Tatin. T'aimes pas trop? Bon, je suis pas... on va dire que, alors, enfant, j'ai toujours détesté. On va dire que maintenant, j'apprécie certaines choses, mais j'aimais pas trop le découpage, les pavés de texte et tout au-dessus. Mais voilà, et là, je me suis dit, ouais, ça se prête bien au thème, voilà. Et du coup, par exemple, dans la BD, c'est quoi vraiment les maîtres? Qu'est-ce que toi, t'as préféré comme BD? Que ce soit grandi, quoi. Ouais. Alors, quand t'étais jeune ou maintenant? Alors, quand j'ai grandi avec les comics, ouais, moi j'ai plus les comics que la BD franco-belge. Ah ouais, bah justement, j'avais vraiment un gros rejet en étant jeune de la BD, on va dire classique, franco-belge. Ça a changé depuis, mais je parle à l'époque. Après, c'est comme ça, hein, je pense que voilà, quand on est jeune, moi j'allais acheter les Strange. Les petits numéros, donc vraiment, ouais, les petits fascicules, voilà, et j'étais attiré par le découpage, les super-héros, mais maintenant j'ai plus une tendance inverse. J'ai vachement plus de méfiance au niveau du comics maintenant qu'à l'époque. Bon, après, je pense qu'on est submergé par les films de super-héros. Moi, je suis gavé, voilà, moi... je sais plus lequel dernier que j'ai pu regarder, mais voilà, moi... Et au niveau comics, est-ce que tu préférais vraiment ceux de l'époque, c'est-à-dire, on va dire, Stan Lee, Jack Kirby, vraiment dans les années 60-70, ou alors c'était quand même les comics récents, du style dans les années Steve Ditko, 90 Alors moi je suis un gros fan de John Byrne. Je suis un gros fan de John Byrne. Bien sûr, Kirby, Ditko, mais pour moi, au niveau du dessin c'était John Byrne. Les X-Men, la division Alpha, enfin ça c'était. Bon, après j'aime Buscema,
aussi, j'aimais beaucoup. Là, j'ai récupéré des tonnes et des tonnes de vieilles BD de mon oncle. Donc, il y a du Conan, voilà, enfin, des vieilles BD. Et... Marvel, non c'était Marvel qui les... Ouais, c'était Marvel et c'est. Alors chez nous, c'était Art Image Color ou un truc comme ça qui est édité. C'était. J'ai juste entendu Marvel une fois qu'il y avait ouais. réédité, enfin édité plutôt les comics quoi. Ouais, je pense qu'ils avaient la franchise, ouais. Mais voilà, donc tous ces artistes, tout cet univers, cette palette-là, j'étais vraiment bercé par ça. Tous ces vieux comics. En plus, ça regroupait, t'avais X-Men, Spider-Man, le Ghost Rider, enfin, et voilà, tu voyais pas ça. Voilà. Et t'avais les IC Comics, enfin, t'avais ces petits magazines de films d'horreur. BD horreur, parce que du coup, je suis retombé sur, par exemple, La créature du marais. Oui. Qui a été... Donc c'était une BD à l'époque. Ils en ont fait un film de Wes Craven, je crois, si je me trompe pas. Et ils ont adapté le film de Wes Craven en BD. Et donc du coup, la BD, je suis retombé sur la BD, voilà... Originelle ou du coup ou celle de Wes Craven? Ah non, c'était la BD de Wes Craven. En fait, du coup, comme ils auraient fait le film, ils ont dit, bah, on va faire la BD du film. Et du coup, voilà, je suis retombé sur cette BD-là... dans les lots de BD de carton que j'ai récupérés, ouais, une mine d'or quoi. Enfin. Et je suis obligé aussi de te demander, parce qu'on n'en a pas parlé encore, c'est qui des mangas? Parce qu'on a parlé des BD, ouais. des comics, mais est-ce que tu lisais des mangas? Alors pas à l'époque, ok. Mais maintenant j'en lis beaucoup. Je lis beaucoup plus de mangas, donc pour dire que ça a vraiment, ça a bien changé, ouais. Mais parce que je trouve que c'est vachement plus intéressant maintenant. Quoi? Ah bah alors là par exemple je conseillerais, c'est la dernière BD, c'est Gutanabe. Ah, des Lovecraft. Ouais, qui a adapté Lovecraft, donc il y a eu les montagnes hallucinées en 2 tomes. Dans l'abîme du temps aussi. Dans l'abîme du temps et La couleur tombée du ciel. Et voilà, quand on lit ça, on se dit déjà humainement comment c'est possible de dessiner comme ça. Parce que Gutanabe, franchement, c'est un dieu, donc tout en noir et blanc, nuances de gris. Enfin voilà, les visions qu'il a de Lovecraft, voilà, c'est incroyable. Moi, c'est mon dernier coup de cœur. Voilà, en manga, c'est incroyable. Après, sinon, il y a tout ce qui a été Gun. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Alors j'avais découvert le dessin animé dans les années 90, ouais. Avant de connaître le manga. Et le manga est mieux quand même. Hein. Le manga est mieux, ouais, bien sûr, ouais, définitivement, c'est vachement plus développé. Même si le dessin animé a réussi à condenser un peu. C'est vrai. Tout ils ont bien géré la première partie, mais ils vont pas. Ils s'arrêtent quand même assez tôt. Oui, ils s'arrêtent avant les tournois de roller, je sais plus comment ils s'appellent, mais ouais, le rollerball, quoi. Enfin voilà, et ça s'arrête avant ça, mais effectivement, mais voilà. Puis après, t'as Otomo pour Akira, enfin voilà. Ouais. Si tu es intéressé, je le place comme ça, ils ont ressorti en format intégral, grand format, les Akira. Ouais. Et les gums, ils sont que en anglais. Bah, c'est des beaux ouvrages, quoi. Vu qu'ils sont, au lieu que ce soit des mangas taille comme ça, ils sont plus larges et le dessin est bien imprimé et tout. Ils sont cool. D'accord, ok. Bon à savoir. Place, bon à savoir. Ouais. Ok. Et du coup, alors au niveau film, est-ce que t'as vraiment eu des influences qui t'ont marqué profondément, des réalisateurs, des genres? Ouais. Alors après, je vais faire le gros classique. Ça va être tellement cliché. Mais moi, la première claque au cinéma, c'était... Enfin, au niveau des films d'horreur, et en fait, ça a été déclencheur. C'était mon oncle, on va revenir souvent à mon oncle, mais il avait des cartons de vidéocassettes. Et quand on allait chez lui, on repartait toujours avec... Alors, il adorait les films d'horreur, les films fantastiques, les films d'action. Et on repartait toujours de chez lui avec un carton. Et dans ces cartons, il y avait La Chose de John Carpenter. Voilà. J'avais 8 ans. À l'époque. On a la même expérience. Voilà, j'avais 8 ans. Donc toi aussi, t'as été traumatisé, j'imagine. Traumatisé. Mais en fait, j'avais pas... ça, c'est ma sœur qui raconte, c'est que en fait, j'ai pas quitté... le visionnage des yeux, quoi. J'étais comme happé. Et par contre, j'ai flippé. J'ai été dormir avec ma sœur la nuit même parce que du coup, j'avais peur. Mais à partir de là, il fallait que j'en ai plus. Même à 8 ans? Il n'y a pas eu genre
on va dire, t'as eu peur pendant quelques années et du coup t'es pas revenu vers... Non, tout de suite. Non, tout de suite. Après, c'était, avec les potes, on allait au vidéoclub du village et on se matait au moins 2-3 films tous les samedis. Voilà, on allait au vidéoclub, on allait récupérer les films à gauche à droite. On prenait les films, on les abîmait et on allait pour avoir des films gratuits. On déchirait la bande avec des couteaux pour dire ouais mais le film là il marchait pas et tout. Puis voilà. Et voilà, et puis tous les films, on se tapait les Vendredi 13, les Freddy. Bon après, moi j'aimais beaucoup les films d'arts martiaux. De Hong Kong dans les années 80. Ouais, moi il fallait qu'il y ait Shaolin dans le titre et je prenais les films. Voilà. Voilà, il me fallait Shaolin contre Nana, Shaolin contre Ninja, Shaolin et le Temple du Soleil, Shaolin et les gendarmettes. Enfin, je sais pas, mais voilà, il fallait qu'il y ait Shaolin et je prenais des films comme ça. Alors, il y avait toujours des scènes érotiques. Et donc je regardais ça avec mon père et ça, tout de suite il y avait un malaise. Voilà, parce qu'on était là. Tous pareil là-dessus. Et mais voilà, c'était marrant, c'était l'époque. Et après, pour sortir un peu des films que tout le monde a déjà vu et tout ça, moi j'ai une tendresse pour le film Tombstone avec Val Kilmer et Kurt Russell. Alors ce film-là, moi je ne peux pas le regarder sans pleurer à la fin. Ah, carrément. Ah ouais, Moi peut-être pas quand même, mais... Ah si, moi je trouve que la relation entre Val Kilmer et Kurt Russell, elle est hyper touchante et quand à la fin il est sur son lit d'hôpital et qu'il lui dit va rejoindre celle que t'aimes et laisse-moi mourir, voilà ça me... Ouais voilà, je trouve que c'est un film, voilà c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà. Après il y a plein de films que j'aime beaucoup et donc là on parlait et je me suis trompé de réalisateur justement et c'était Pump Up the Volume avec d'Alan Moyle avec Christian Slater et ça c'est un film que j'adore aussi. Vous l'avez vu? Non. Celui-là non. C'est Christian Slater est un étudiant voilà américain lambda, enfin il est mal dans sa peau et tout et en fait il a une radio pirate chez lui. Et en fait, une radio pirate qui est suivie par plein de jeunes où il parle, enfin, il a. Comme s'il avait une chaîne YouTube aujourd'hui, quoi. Exactement, franchement, c'est ça. Mais voilà, on sait pas qui il est. Il a un langage complètement transgressif et je crois qu'il y a de mémoire dans l'histoire il y a un jeune qui se suicide et en fait les profs disent que c'est de sa faute, voilà. Et lui alors lui il est complètement introverti dans sa vie, voilà, et il arrive pas à se trouver une nénette, il parle pas avec ses parents, enfin, et c'est un film un peu à la les films des années 90. Deuxième Confused, ça Ouais, pense à ça. Ouais, Breakfast Club, dans cet univers-là. Mais Pump Up the Volume, ouais, c'est un super bon film. Moi, je sais que ça me parlait beaucoup. Ouais. On va essayer de rattraper cette carte. Voilà, parce que j'allais pas vous mettre tous les films. Enfin voilà, Akira. Enfin voilà, il y a plein de films, mais bon, c'est très cliché. Mais voilà, Pump Up the Volume et Tombstone, c'est des films un peu moi qui m'ont marqué, que j'adore regarder encore, quoi. Ok. Et des artistes musicaux, il y en a qui ça peuvent t'inspirer aussi ou... Alors ouais, artistes musicaux. Alors après moi je suis. Alors c'est comme pour. Très éclectique. Ouais, moi je peux écouter du black metal ou. Ouais, mais j'ai vu que t'avais un t-shirt de. Et ouais, donc. Mais du coup, c'est effectivement. Après, ça peut dépendre et pareil pour la création artistique. Ça, quand j'ai un dessin un peu nerveux. Effectivement, je vais écouter quelque chose d'un peu plus, que ce soit du black metal ou un truc. Et après, quand je vais être plus dans quelque chose de minutieux, je vais plutôt écouter des trucs ambiants. Du drone, des trucs comme Sun ou... Ouais, ou même pas forcément, même des fois, même de l'électro des fois, tu vois, pour des trucs un peu plus ambiants, mais des trucs un peu dans l'esprit. Où tu fais pas forcément attention à la musique, t'es plus dans le rythme, dans voilà, il n'y a pas de très instrumental, et ça permet d'être dans une sorte de rythmique aussi avec la musique.
vu que là on a la chance justement d'être accueilli par un cinéma culturel, donc qui fait pas partie des gros exploitants comme Kinépolis ou les grandes chaînes en France, et vu que tu as participé, comme tu l'as dit, à l'illustration d'affiches pour des petits événements et tout pour ce cinéma, est-ce que tu es impliqué autrement donc dans la Scala qui nous accueille aujourd'hui, ou tu leur files juste un petit coup de main comme ça pour des fois quand ils en ont besoin ou... Moi, je ne fais pas forcément un coup de main, hein, mais on va dire que c'est plus une histoire de coup de cœur au début, parce que moi, j'ai découvert les Nuits bis à la fin de la 2e saison, parce qu'ils projetaient Aux yeux des vivants, sur lesquels j'ai bossé. Et un jour, je reçois un coup de fil de quelqu'un de bizarre. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut me vendre des tapis, celui-là? Donc c'est Romain Christman, le projectionniste des Nuits bis, qui m'a appelé, et qui me dit, bah écoute, on projette Aux yeux des vivants, t'es local, tu coûtes pas cher. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Voilà, est-ce que ça t'intéresserait de participer à l'événement? Voilà, on pourrait exposer les storyboards, un truc comme ça. Donc du coup, je suis arrivé un peu comme un prince, hein, parce que du coup, il y avait il y avait le réalisateur, il y avait Julien Maury, il y avait Jean-Pierre Puters à l'époque, qui était un des producteurs. Il y avait Emmanuel Tanzi, de Tanzi Distribution, et il y avait l'acteur Fabien Gégoudez, qui était là. Si je ne me trompe pas, j'ai oublié personne. Et du coup, je suis arrivé là, j'ai découvert quoi? Il y a un double programme de films d'horreur tous les mois, et je suis pas au courant. Quoi. Et du coup, quand j'ai découvert ça, ben, je suis revenu le mois d'après. Puis je me suis, voilà, je suis devenu, comme dit Romain, sous le charme du Nubis Spirit. Et voilà, enfin, quand on est fan de films de genre, ce serait trop bête de passer à côté. Et donc du coup, à la fois de pouvoir redécouvrir des films que j'ai déjà vus, ou même des films que j'ai ratés, parce que moi, à l'époque, je regardais pas trop de films d'horreur italiens. Et du coup, grâce au cinéma La Scala, j'ai pu redécouvrir tout ce pan cinématographique que je connaissais pas du tout. Et quand la troisième saison des Nuits bis a démarré, je suis venu avec un dessin. Donc le premier dessin des Nuits bis qui est Réanimateur et La nuit des morts vivants. J'avais fait un petit dessin en noir et blanc. J'ai dit, ben Romain, tiens, tu peux imprimer le dessin là, parce que c'est un dessin où j'avais tout fait à la main, noir et blanc. J'avais mis le titre, j'avais fait le titre, j'avais écrit la date à la main. C'est vraiment comme à l'époque où on faisait nos petits concerts. Moi, j'avais un groupe, on faisait nos affiches à la photocopieuse. Voilà, vraiment le truc à la do it yourself. Voilà. Et j'ai dit, bah tiens Romain, ça pourrait être sympa, tu imprimes et puis tu donnes aux spectateurs gratuitement l'affiche. Puis bah, c'est ce qu'il a fait. À partir de là, bah, on a continué toute la première saison avec l'esprit là, une affiche en noir et blanc, tout fait à la main, tu l'imprimes et tu distribues. Et puis après, on a développé le truc. Il m'a dit, ben vas-y, on fait la deuxième saison. Enfin, on fait la saison suivante. Puis j'ai dit, bah on va monter dans les gammes. Et puis je vais faire une affiche en couleur, une affiche plus grande. Je vais utiliser une typo, voilà. Et puis c'est ça que je me posais comme question. Combien de temps ça te prend à peu près pour faire une affiche de la Nuit bis, par exemple? Alors tout dépend le type d'affiche. Des fois, il y a des affiches qui demandent. Je me fais aider par Romain qui m'envoie un petit croquis. Ouais. Donc ça, c'est ce que vous pouvez découvrir dans les artbooks. Des fois, il y a des petits croquis. Romain, il me dit, ouais, bah tiens, ce serait marrant que tu fasses ça. Donc du coup, des fois, je suis exactement son croquis. Hein, des fois, je me fais pas chier. Et il me file son croquis, puis je pars là-dessus. Voilà. Après. Il y a des films qui sont vachement inspirants, donc il y a plein d'idées, donc du coup on va en mettre plein et puis on se fait plaisir. Et des fois après, ben, il y a des dessins qui demandent pas plus que ça de détails. Et voilà, et puis ben, avec la Scala, maintenant c'est un peu une histoire d'amour, on va dire. Et voilà, c'est une famille, on adore se retrouver tous les soirs. Discuter des films ou pas, jusqu'à 4 heures du mat devant le cinéma. Et ça permet aussi de faire d'autres événements. Alors ça, c'est avec la ville de Thionville, le centre Jacques Brel et le puzzle,
où on essaye d'organiser des soirées ou des expositions dans l'espace détente, enfin l'espace détente de la Scala. C'est qui c'est que tu aimerais bien voir justement dans ton entourage professionnel, une personne en fait qu'on pourrait interviewer? Bon, alors il y en aurait deux. Okay. Il y en aurait deux éventuellement. Bah, bien sûr, enfin, il faudrait d'une part contacter Romain Chrisman, donc le projectionniste et le créateur des Nubis, puisque voilà, il vous parlera de cinéma, de sa passion pour les Dents de la Mer 3D, il vous montrera son musée, enfin voilà, donc je pense que ce sera une belle rencontre et puis ce sera vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis avec la gouaille qu'il a, je pense que ça va le faire. Et la deuxième personne, ce serait Julien Becker, donc qui est un réalisateur luxembourgeois, voilà, avec qui j'ai déjà travaillé et qui est en train de tourner un docu-fiction qui s'appelle En Zéro. Alors il a fait plusieurs courts-métrages, il a fait le court-métrage 22h22 dont j'ai fait le storyboard, il a fait un autre court-métrage qui s'appelle Article 1942. Et là, il est en train de tourner. Alors, il n'est pas seul réalisateur. Comme c'est un docu-fiction, il y a plusieurs réalisateurs, mais lui s'occupe notamment de la partie fiction, et qui s'appelle En Zéro, et qui parle en fait il y a en fait un accident nucléaire à la centrale de Cattenom. Okay. Voilà. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un accident à la centrale de Cattenom? Voilà. Donc ça va regrouper donc des parties de fiction. Romain Chrisman joue un militaire, donc je pense que rien que pour ça il faut le regarder parce que ça va être monumental, je pense. Et donc du coup il y aura des interviews de spécialistes, de membres du gouvernement luxembourgeois. Enfin ça va être, je pense, hyper intéressant. Donc ça va être transmédia, voilà. Et puis il va vous parler effectivement de l'aspect réalisation. Donc il a une boîte de production au Luxembourg qui s'appelle Skill Lab, avec son collègue Gwen François, et voilà, donc j'espère que vous pourriez peut-être le contacter pour, je pense qu'il se fera un plaisir de venir aussi. D'accord, okay, bon, merci. En tout cas, voilà, on veut tous te remercier encore une fois d'avoir pris du temps pour discuter avec nous. Bah, merci à vous, beaucoup. J'espère que ça n'aura pas été trop désagréable. Non, pas du tout. Bah, tu sais, quand on parle de passion, ça va très bien. Bon, bah écoute Grégory, merci encore et merci. À la prochaine. Bah, merci à vous, hein, merci. Ciao. Merci.